Bonjour, je m'appelle Stéphane Chariki, je suis chef de clinique en chirurgie orthopédique et je suis chargé de vous faire les conférences d'orthopédie, que ce soit pour la pédiatrie ou pour l'adulte, pour la D3 et la D4. Donc ici c'est une conf de D3 et on va commencer par la pédiatrie. Donc l'orthopédie pédiatrique c'est un petit peu particulier puisque c'est une spécialité qui n'est absolument pas que chirurgicale. Il y a beaucoup de cliniques qui rentrent en jeu, il y a toute la pathologie infectieuse, la pathologie tumorale et toute la pathologie traumatique est particulière chez les enfants, puisque contrairement à l'adulte, on optera la plupart du temps pour un traitement orthopédique avec bien sûr une réduction de la fracture avant. L'orthopédie, c'est assez simple si on est systématique. Donc le but de cette conférence, ça va être pas forcément de lire toutes les réponses qui sont dans les dossiers mot pour mot, puisque ça, vous les aurez sous les yeux, mais ça va être de vous donner les grandes idées de l'orthopédie, adulte et pédiatrique, pour systématiser vos réponses et que vous n'oubliez jamais rien pour avoir tous les points. Donc on va commencer par le premier dossier. Vous êtes de garde aux urgences un après-midi de compétition de football. Plusieurs enfants se présentent aux urgences victimes de traumatisme. Donc la première question de base en orthopédie pédiatrique, c'est donner les différents stades de la classification des fractures épiphysaires de l'enfant avec leur intérêt pronostic. Chez l'enfant, il faut bien voir qu'au niveau de l'os, on a la diaphyse, la métaphyse, l'épiphyse, et entre la métaphyse et l'épiphyse, on a la zone qui s'appelle le cartilage de croissance. C'est cette zone qui est primordiale. Pourquoi ? Si jamais il y a une atteinte de cette zone lors d'une fracture, il pourra y avoir une stérilisation du cartilage de croissance, c'est-à-dire qu'il va arrêter de grandir, et à ce moment-là, on aura une inégalité de longueur ou une déformation dans la croissance de l'os chez l'enfant. Si on a une atteinte complète du cartilage de croissance, l'os ne peut plus grandir. Si on a une atteinte partielle, on aura une épiphysiodèse partielle. Une épiphysiodèse, ça veut dire que la métaphyse et l'épiphyse vont se souder puisque le cartilage de croissance sera stérilisé. Donc tout l'intérêt pronostique de la classification est de savoir s'il y a une atteinte du cartilage de croissance, oui ou non. Donc dans la classification de Salter et Harris, il y a 5 stades. Le premier stade, c'est un décollement épiphysaire pur. Donc juste l'épiphyse est touchée. Le cartilage de croissance n'est pas touché. C'est-à-dire qu'il y a très peu de risques pour le futur, pour la trouble de croissance de l'os. Le traitement est presque toujours orthopédique. Dans un deuxième temps, il peut y avoir un décollement épiphysaire pur avec un trait de refend métaphysaire. Dans ces cas-là, le pronostic est également bon avec un traitement très souvent orthopédique. Quand on entend traitement orthopédique, ça veut dire immobilisation plâtrée. Mais bien sûr, l'immobilisation plâtrée se précède de la réduction de la fracture. Si vous avez une fracture non déplacée, à ce moment-là, on plâtre directement. Si vous avez une fracture déplacée, le premier temps, c'est de réduire la fracture pour rétablir l'anatomie. Et dans un deuxième temps, on immobilise. Le traitement chirurgical sera avec immobilisation par broche, plaque, vis, comme on le verra plus tard. Le type 3 de Salter et Harris, c'est un trait de fracture qui est transépiphysaire articulaire. C'est une fracture articulaire. Donc il y a une atteinte du cartilage de croissance. Dans ces cas-là, s'il y a une atteinte du cartilage de croissance, il peut y avoir un risque d'épiphysiodèse partielle ou de calvicieux. Comme on le rappelle, épiphysiodèse, ça veut dire stérilisation du cartilage de croissance, donc arrêt de croissance partielle ou totale du cartilage, et le calvicieux, c'est-à-dire que l'os va croître, mais en mauvaise position. On comprend bien que si par exemple on a une stérilisation de la moitié du cartilage de croissance, une moitié va pousser, l'autre moitié non, et on aura une déviation angulaire de l'os. C'est ce qu'on appelle un calvicieux. À partir du moment où c'est une fracture articulaire, il faut que la réduction anatomique soit parfaite. Pourquoi ? Si la réduction anatomique n'est pas parfaite, on a un risque d'arthrose secondaire par atteinte du cartilage. Si la surface articulaire n'est pas parfaitement rétablie, le cartilage
va souffrir, ne se régénère pas et on ne sait pas régénérer le cartilage. Donc si la réduction n'est pas anatomique, risque d'arthrose secondaire. Donc, les fractures articulaires, ce sont les fractures type 3 et 4 de la classification de Salter et Harris, avec le 4 qui est une extension du 3 avec un trait qui est trans-épiphyso-métaphyso-diaphysaire. C'est-à-dire qu'on a une atteinte totale. Par exemple, un type 4, ce serait comme ça. Dans ces cas-là, il faut aussi que la réduction soit parfaite et souvent, on a besoin de faire une arthrotomie chirurgicale, c'est-à-dire une intervention chirurgicale à ciel ouvert, d'ouvrir l'articulation, de réduire sous contrôle de la vue ou sous contrôle scopique en péropératoire et de fixer la réduction par des broches ou des vis. Bien sûr, toutes ces broches et ces vis, on évitera qu'elles traversent le cartilage de croissance car ça va encore plus l'endommager. Au plus, une broche peut traverser le cartilage de croissance, en aucun cas une vis ne traversera le cartilage de croissance. Et il y a le type 5, qui passe souvent inaperçu, qui est un écrasement du cartilage de croissance. Souvent, l'enfant se présente aux urgences, il a mal, on fait une radio et on ne voit pas grand-chose. Et en fait, c'est un diagnostic rétrospectif où on s'aperçoit que le cartilage de croissance, sur les radiographies de contrôle à 2, 3, 4, 6 mois, est stérilisé et qu'il n'y a plus de croissance de l'os, avec une épiphysiodèse. Donc ça, c'est la classification de Salter et Harris, qui est très importante chez l'enfant, puisque c'est pour chaque fracture épiphysaire, métaphysaire, il faudra avoir à l'esprit, est-ce qu'on a une fracture articulaire? Oui, non. Est-ce qu'on a une fracture déplacée? Oui, non. Est-ce qu'on a une atteinte du cartilage de croissance? Oui, non. De tout ça vont découler à la fois le traitement, le pronostic et le suivi. Donc on va passer au cas pratique. Donc maintenant vous voyez Léa, 8 ans, qui est tombée en jouant et présente un traumatisme du poignet gauche. 6 juin, la radio réalisée aux urgences. Quel est votre diagnostic? Que recherchez-vous comme complication? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, donc vous aurez la radio sous les yeux, en premier plan, c'est comment analyser une radiographie. Ça, c'est important, puisqu'il faut toujours savoir après, est-ce que la fracture est déplacée, pas déplacée, dans quel sens, est-ce qu'elle est en avant, est-ce qu'elle est en arrière? Souvent, on se pose la question. Donc, par exemple, là, vous avez un poignet, un avant-bras, qui est comme ça, avec ici le semi-lunaire, d'accord. Ensuite, vous aurez le pouce qui est ici, qui marque l'avant, et vous avez une face, comme ça, avec ici la styloïde ulnaire. Donc ça, c'est un poignet de profil, ça, c'est une épiphyse de face. Donc le radius. Qu'est-ce qui est important? De regarder où est le haut. Donc l'avant est marqué par le pouce. Et là, on est en proximal. Donc là, on est sur le radius. Et là, on est sur le pouce. Qu'est-ce qui est important de savoir? Les fractures, on les analyse toujours par rapport au déplacement du fragment distal par rapport au fragment proximal. C'est ça qui définit comment se déplace votre fracture. C'est-à-dire que, sachant que vous avez l'avant ici, si vous avez une fracture ici, comme vous avez un petit peu sur la radiographie, vous voyez que le fragment proximal, les deux os de l'avant-bras, et vous avez le fragment distal avec le quart distal des deux os de l'avant-bras et la main. Et vous voyez que tout le fragment distal est parti en postérieur par rapport au fragment proximal, puisque vous avez la radiographie avec le pouce qui vous montre l'avant. Donc, il s'agit d'une fracture à déplacement postérieur. Dans toute l'orthopédie, que ce soit adulte, enfant, c'est le déplacement du fragment distal par rapport au fragment proximal qui est coté. Donc ici, si on analyse la radio que vous avez une fracture du quart distal des deux os de l'avant-bras gauche, avec une fracture diaphysaire,
basse, extra-articulaire, avec un déplacement postérieur. Il y a une perte de contact des deux corticales, avec probable rupture du périoste. Donc si on reprend à chaque fois pour tous les termes, ce qui est important de dire, c'est une fracture diaphysaire. Donc est-ce qu'on dit que c'est une fracture diaphysaire, métaphysaire, épiphysaire? Donc ici c'est une fracture diaphysaire. Ensuite, est-ce qu'elle est articulaire ou extra-articulaire? Extra-articulaire. Le déplacement, donc ici un déplacement postérieur, et après, si on peut qualifier le déplacement important ou pas important. Ici, on a un déplacement important puisqu'on n'a aucune congruence entre les deux os, avec une perte de contact complet. Les complications. En orthopédie, les complications, c'est simple. C'est toujours la même chose. C'est peau, pouls, nerfs, adapté à chaque zone de l'anatomie. Donc ici, on va rechercher des complications cutanées, vasculaires et nerveuses. Une ouverture cutanée, la palpation des pouls, un testing de la mobilité des doigts pour tester le nerf cubital, le nerf sensitif, le nerf médian, surtout ici le nerf médian. Et à partir de ce moment-là, on pourra commencer à traiter l'enfant. Vous avez vu la radio, vous avez analysé votre radio et vous avez votre diagnostic. Après, on va voir quel sera le traitement. Mais dans un premier temps, il faut toujours rechercher les complications qui sont peau, pouls, nerfs. Une fois que vous avez fait tout ça, quel est votre traitement pour les 24 heures suivantes, c'est-à-dire votre traitement en aigu? Donc, il existe un déplacement, donc il faut immobiliser l'enfant, puisque sinon il va avoir mal. Donc, on hospitalise l'enfant, l'autorisation parentale, ça c'est toujours la même chose en pédiatrie. Et après, il faut voir un petit peu quelle sera la décision de votre traitement. En orthopédie, vous avez plusieurs traitements possibles. Vous avez le traitement orthopédique pur, juste vous immobilisez, vous plâtrez. Vous avez la réduction immobilisation, vous endormez l'enfant ou vous faites une manœuvre de réduction avec une fracture qui est déplacée mais partiellement et ensuite vous l'immobilisez dans un plâtre. Et vous avez le traitement chirurgical, c'est-à-dire que la fracture est trop déplacée ou bien c'est une fracture articulaire, il faut avoir une réduction anatomique. Et dans ces cas-là, vous allez opérer l'enfant pour faire une réduction de la fracture, que ce soit à foyer fermé, c'est-à-dire sans ouvrir, ou à foyer ouvert, c'est-à-dire en ouvrant et en faisant une réduction sous contrôle de la vue. Et ensuite, vous allez l'immobiliser et ostéosynthéser le foyer de fracture, avec des broches, des plaques, des vis, peu importe le moyen d'ostéosynthèse. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est réduction plus ou moins ostéosynthèse. Et chez l'enfant, l'ostéosynthèse sera dictée par la nécessité de maintenir une réduction articulaire et ou la stabilité de votre fracture. Si vous réduisez votre fracture mais qu'elle repart tout de suite, vous allez avoir tendance à faire une ostéosynthèse. Donc ici, on met en route un traitement antalgique, bien sûr, avec une attelle d'immobilisation. On prévient les parents, on fait signer les papiers, on organise le bloc avec la consultation d'anesthésie. Donc ici, c'est toujours la même chose, sous anesthésie générale, au bloc opératoire, réduction première de la fracture par manœuvre externe, sous contrôle radioscopique. Pendant l'intervention, vous faites votre réduction et vous regardez si votre fracture est bien réduite, avec une radio péropératoire. Ensuite, selon la stabilité de votre réduction, vous décidez ou non d'une ostéosynthèse. Souvent, l'ostéosynthèse chez les enfants, c'est des broches. Donc là, vous pouvez faire un brochage radial, intrafocal, ulnaire et radial. C'est possible. Si la fracture est stable, une fois que vous réduisez votre fracture, vous faites juste l'immobilisation plâtrée. Ici, compte tenu du déplacement important, on optera probablement pour une réduction, ostéosynthèse à foyer fermé par embrochage. Ensuite, on l'immobilise dans un plâtre brachio-antébranchiopalmaire. Alors brachio-antébranchiopalmaire, ça veut dire qu'il prend le coude, qui va du coude, qui prend le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, et qui laisse les doigts libres. La manchette plâtrée laisse le coude libre. Donc ici, il faut toujours, quand on a une fracture, immobiliser l'articulation sus et l'articulation sous-jacente. D'autant plus si on fait un traitement juste orthopédique, c'est-à-dire sans matériel et qu'on compte juste sur le plâtre et la stabilité primaire de la fracture pour assurer la consolidation.
Donc, immobilisation dans un plâtre antébranchiopalmaire pour assurer la stabilité de la fracture. Et bien sûr, la surveillance. Pourquoi la surveillance? Puisqu'on va le voir dans la question d'après. Quelle est la principale complication qui peut survenir lors de l'immobilisation plâtrée par plâtre antébranchiopalmaire? C'est le syndrome de Loge. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome de Loge? C'est la même chose que le syndrome de Volkmann. Vous l'aurez sous les deux noms. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une ischémie musculaire qui se fait à cause de l'œdème. C'est-à-dire que quand on a une fracture, l'os va saigner, le muscle va être traumatisé et on va avoir un hématome, de l'œdème intramusculaire. Et les muscles sont contenus dans des aponevroses. Ces aponevroses, si elles ne sont pas ouvertes, elles sont inextensibles. Et ce qui se passe, c'est qu'on a une augmentation de pression des muscles au sein de ces loges qui sont inextensibles. Et en fait, le muscle est tellement comprimé qu'il va nécroser. C'est une vraie urgence puisqu'on a 6 heures pour décomprimer. Et quand on dit qu'on a 6 heures pour décomprimer, c'est mieux de le faire au bout d'une demi-heure qu'au bout de 6 heures. Parce que les séquelles sont irréversibles, puisqu'à partir du moment où le muscle a nécrosé, il perdra toute sa fonctionnalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le syndrome de Loge, c'est une ischémie capillaire. Les pouls distaux sont présents, le pouls radial, le pouls ulnaire. C'est en aucun cas une ischémie de membre. C'est une ischémie capillaire par augmentation de pression des loges avec nécrose musculaire. Donc, il s'agit d'une ischémie musculaire des loges antérieures de l'avant-bras avec rétraction ischémique des muscles fléchisseurs avec griffe des doigts. C'est-à-dire que ça survient surtout aux loges antérieures où une fois que les muscles sont nécrosés, ils se rétractent et à ce moment-là, comme c'est les fléchisseurs qui sont à l'avant-bras, on se retrouve avec un avant-bras qui est comme ça, complètement rétracté et non fonctionnel. Donc il existe un œdème avec une cyanose des extrémités, avec des douleurs qui sont à type de brûlure, qui sont résistantes aux antalgiques. Et un des signes importants, c'est qu'il existe des troubles distaux de sensibilité. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des paresthésies dans le bout des doigts, des paresthésies dans le territoire du nerf médian et des douleurs à l'étirement contrarié des doigts. C'est-à-dire que quand on fait l'étirement contrarié des doigts, on va mettre en extension et en tension les muscles de la loge antérieure qui, s'ils sont comprimés, vont déclencher des douleurs. Donc la surveillance du syndrome de Loge, c'est primordial. C'est surélévation du membre supérieur, testing de la mobilité des doigts, recherche de troubles sensitifs. Si on a une suspicion de syndrome de Loge, le plus urgent, c'est de fendre le plâtre et d'ouvrir le plâtre en deux. Même si la fracture se déplacera, ce n'est pas grave. On pourra toujours refaire une ostéosynthèse. Mais un syndrome de Loge, c'est une urgence extrême. Donc, dans un premier temps, on ouvre le plâtre, on surveille. Mais vraiment pas longtemps. Et au moindre doute clinique, c'est-à-dire paresthésie, signe de compression, prise de pression dans les loges, on y reviendra plus tard avec la pression dans les loges qui est élevée, et bien dans ces cas-là, il faut faire ce qu'on appelle une aponevrotomie de décharge, c'est-à-dire ouvrir les loges de l'avant-bras pour permettre aux muscles de respirer et de s'expandre. Donc, en cas de doute, et pour confirmer les diagnostics, on peut prendre les pressions dans les loges avec des capteurs et on mesure la différence de pression qu'il y a entre la pression dans les loges et la pression artérielle diastolique. Si on a une pression dans les loges qui est supérieure à 40, on a déjà une forte suspicion de syndrome de Loge. Et si on a une différentielle entre la pression artérielle diastolique et la pression artérielle dans les loges qui est inférieure à 30, eh bien dans ces cas-là, c'est de forts arguments pour le syndrome de Loge. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui a une tension à 120, 60 mg de mercure et une pression dans les loges à 50. Vous avez une différentielle de 10 entre 50 et 60, c'est-à-dire inférieure à 30. Donc là, c'est probablement un syndrome de Loge. Donc il faut vraiment surveiller ça. Et dès que vous faites un plâtre, il faut penser au syndrome de Loge, que ce soit à l'avant-bras et à la jambe. Les syndromes de Loge, c'est principalement l'avant-bras et la jambe.
Donc le traitement, c'est une urgence chirurgicale avec ablation du plâtre et au moindre doute, aponeurotomie de décharge des loges de l'avant-bras. Et à chaque fois, quand on fait un plâtre chez l'enfant, souvent on leur remet une petite feuille aux urgences, aux parents, où on leur dit voilà, il faut surveiller votre enfant, s'il a tel signe, il faut bien surveiller qu'il bouge les doigts, il faut bien surveiller que les doigts ne soient pas bleus, il faut surveiller qu'il n'ait pas de fourmis dans les doigts. Donc ça, c'était pour le syndrome de Loge. Donc principale complication, des fractures de l'avant-bras et des immobilisations plâtrées. Donc maintenant vous voyez Kevin, 9 ans, qui se plaint de son coude droit qui est très gonflé. Il est tombé en jouant au football juste à côté de l'hôpital. Vous suspectez une fracture supracondylienne de l'extrémité inférieure de l'humérus. Alors les fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus, c'est la spécificité des fractures chez l'enfant, avec ces fractures supracondyliennes qui ont une classification bien particulière. C'est des fractures qui sont difficiles à traiter, mais si on les traite bien, il n'y a pas de séquelles. Donc ce qu'il faut bien comprendre, chez l'enfant, l'os il est entouré de périoste. Le périoste est très épais chez l'enfant et joue un rôle de stabilisateur, à la différence de chez l'adulte. Et donc, dans ces cas-là, il faudra tenir compte du périoste dans la classification. Donc, quelle est la classification des fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus chez l'enfant avec la corrélation anatomique? C'est la classification de Lagrange et Rigaud avec les fractures en extension et donc à déplacement postérieur. Je rappelle toujours le déplacement du fragment distal par rapport au fragment proximal, comme on le verra sur les radios tout à l'heure. Donc on repère toujours où est le proximal, où est le distal, où est l'avant, où est l'arrière, et on cote le déficit du fragment distal par rapport au fragment proximal. Stade 1, il s'agit d'une fracture non déplacée qui se traite orthopédiquement, soit par la méthode de Blount ou par un BABP avec un Dujarier. Quels sont les principes de l'immobilisation de ces fractures? C'est des fractures qui se réduisent et s'immobilisent en flexion. Donc la méthode de Blount, c'est lorsqu'on a une fracture non déplacée, qu'on immobilise l'enfant avec le bras en flexion, un petit anneau autour du cou, et en fait il est immobilisé comme ça. C'est un traitement orthopédique, donc les bases du traitement orthopédique, c'est surveillance et recherche de déplacement secondaire, donc radiographie toutes les semaines pour vérifier l'absence de déplacement secondaire. Chez l'enfant, comme chez l'adulte, à partir du moment où on effectue un traitement orthopédique, c'est-à-dire juste une immobilisation plâtrée, il faut faire une radiographie de contrôle toutes les semaines pendant 3 semaines pour rechercher l'absence de déplacement secondaire, c'est-à-dire un nouveau déplacement de la fracture. L'immobilisation de ces fractures, quand on a une fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, il faut à la fois immobiliser l'humérus, mais il faut aussi immobiliser l'épaule pour neutraliser les contraintes en rotation, car sinon on a un bras de levier trop important et quelle que soit l'immobilisation et la réduction, on peut avoir un risque de déplacement secondaire. C'est pour ça qu'on immobilise ces fractures par un BABP pour neutraliser le coude et réduire le coude, et un Dujarier pour neutraliser l'épaule et les contraintes en rotation. Le stade 2, il existe un déplacement postérieur minime avec rupture des 2 corticales, mais un périoste intact qui jouera un rôle de stabilisateur lorsqu'on aura réduit la fracture. Le traitement, c'est le même traitement que pour le stade 1, c'est-à-dire une réduction de la fracture sous anesthésie générale au bloc opératoire, et après, on juge de la stabilité de la fracture, et souvent comme le périoste est intact, on peut faire un traitement orthopédique, c'est-à-dire BABP plus Dujarier ou Blount. Le stade 3, il existe un déplacement postérieur important avec persistance d'un contact entre la diaphyse et la métaphyse. Souvent, le périoste est intact, donc c'est un stade 2 avec un déplacement plus important. Le traitement, toujours la même chose. Après recherche des complications et qu'on a éliminé toutes les complications, réduction, testing de la stabilité, si fracture instable, ostéosynthèse par brochage, si fracture stable, immobilisation par Blount ou BABP plus Dujarier. Le stade 4, c'est un déplacement postérieur important avec perte de contact complet et rupture du périoste. Dans ces cas-là, le traitement, c'est une réduction sous anesthésie et une immobilisation. Pourquoi? Dans ces cas-là, on fera forcément une ostéosynthèse. On n'a plus aucun facteur de stabilité. On n'a plus de contact entre les corticales, on n'a plus de périoste. Donc, il faut forcément faire une ostéosynthèse, sinon la fracture sera trop instable
et va se déplacer. Donc on a la radio que vous aurez 6 juin. Donc quel est votre diagnostic? Donc comme on l'a expliqué dans la question d'avant, c'est une fracture supracondylienne en extension de l'extrémité inférieure de l'humérus, stade 3, avec un déplacement postérieur, mais persistance d'un contact. Et là, on se doute que le périos postérieur sera continu et permettra une bonne stabilité de la fracture. Donc, quel est votre traitement? Hospitalisation, mise en condition, immobilisation, antalgique, autorisation d'opérer, ça c'est toujours la même chose. Et au bloc opératoire, sous anesthésie générale, réduction par manœuvre externe et, selon la stabilité, souvent décision d'un brochage ou d'un blunt. Souvent, pour les stades 3, on note plutôt pour un brochage, donc on réalisera un brochage à foyer ouvert ou à foyer fermé pour maintenir la réduction. Puis, toujours après, une immobilisation, parce que ce n'est pas une broche qui va permettre de tout stabiliser. La broche, ou les deux broches, vont permettre de stabiliser la fracture, mais pas de stabiliser toutes les contraintes. Donc c'est toujours, chez l'enfant, ostéosynthèse, puis immobilisation. On surveille les complications vasculo-nerveuses, on prévient les patients du risque de syndrome de Loge, même si c'est assez rare sur ces fractures-là. Mais attention, on lui a fait un BABP, donc tout peut arriver. S'il a un gros coude parce qu'il y a de l'œdème et de l'hématome et que ça diffuse à l'avant-bras, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il peut y avoir un syndrome de Loge juste sous plâtre. Radio de contrôle pour vérifier l'absence de déplacement secondaire et on prévoit l'ablation des broches à J45. En post-opératoire et après l'ablation des broches, une fois que l'immobilisation sera levée, pas de rééducation. On ne rééduque pas les enfants, ils récupèrent tout seuls. Et quand on rééduque les enfants, ils font des ostéomes. Donc, pas de rééducation. Quelles sont les complications possibles de ce type de fracture en aigu et à plus long terme? Donc, les complications immédiates à rechercher. Donc, c'est toujours pareil. Les complications immédiates, c'est peau, pouls, nerfs. Donc, ici, on a les complications cutanées avec une fracture ouverte. Les complications vasculaires avec une compression des vaisseaux par le fragment proximal qui se trouve déjeté en avant et comme le coude est déjeté en arrière, on peut avoir une compression des vaisseaux. Dans ces cas-là, la réduction est une urgence extrême. C'est rare qu'il y ait des déchirures de l'artère au niveau du coude, de l'artère humérale qui s'est transformée en artère radiale et en artère ulnaire. Donc, toujours palper les poux. Et les complications neurologiques, c'est les plus fréquentes, avec des lésions du nerf médian par neurapraxie dans les 3 mois. Neurapraxie, ça veut dire qu'il y a juste un petit traumatisme du nerf avec un petit étirement et ça récupère. Mais ça, c'est souvent que rétrospectif. Mais il faut toujours penser sur les traumatismes du coude à tester le nerf médian, le nerf ulnaire et le nerf radial. Là, c'est le médian qui est le plus fréquent dans les atteintes. Le radial et l'ulnaire sont moins touchés. C'est important sur un plan médico-légal, puisque si avant de toucher à l'enfant, de réduire sa fracture ou de l'opérer, vous avez une complication nerveuse, eh bien, ce ne sera pas vous qui serez responsable. Si vous ne le notez pas dans le dossier et que vous ne le recherchez pas en préopératoire et qu'en post-opératoire, vous vous retrouvez avec une paralysie radiale, vous ne pourrez jamais prouver qu'il l'avait avant. Et on dira, c'est vous qui lui avez causé sa paralysie radiale quand vous avez soit réduit la fracture, soit quand vous l'avez ostéosynthésée. Donc c'est médico-légal de rechercher les complications nerveuses et de les noter dans le dossier. Les complications secondaires, à court terme, le déplacement secondaire, surtout si on fait un traitement orthopédique, c'est-à-dire la méthode de Blount, d'où la nécessité de faire des radiographies de contrôle à J7, J14, J21 pour rechercher l'absence de déplacement secondaire. Chez l'enfant, le cal osseux va se former très rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, la fracture sera quasiment engluée. Si on a un déplacement secondaire, il faut le repérer rapidement. Si vous repérez un déplacement secondaire au bout de 3 semaines, c'est trop tard. La fracture est déjà engluée et on sera plus nocif en recassant l'os pour le remettre en bonne position qu'en le laissant comme ça. Donc c'est très important, traitement orthopédique égale radiographie de contrôle avec recherche de déplacement secondaire. À plus long terme, le cal vicieux, c'est-à-dire une consolidation en mauvaise position.
C'est-à-dire que si la fracture n'est pas bien réduite, on peut avoir un trouble rotatoire, c'est-à-dire une hyperrotation externe, une hyperrotation interne. On peut avoir une désaxation dans le plan frontal, en varus ou en valgus. Tout ça dépend de la réduction initiale. C'est pour ça que chez l'enfant, le plus important, c'est de réduire la fracture. Comme il y a un potentiel de croissance important, l'os va grandir. Et si l'os, on le positionne en mauvaise position, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire en calvicieux, et bien dans ces cas-là, il va mal grandir et on aura des déformations en calvicieux avec cubitus valgus, cubitus varus ou défaut de rotation. Donc maintenant, on a fait les traumatismes au niveau du membre supérieur, on va voir un traumatisme au niveau du membre inférieur. Donc on voit la petite Louise qui a 5 ans et qui est tombée de la moto de son papa. Elle présente une violente douleur de la hanche gauche avec une déformation de celle-ci. Vous avez cette radiographie et l'examen neurologique est normal et les pouls sont bien perçus. Donc, vous avez votre radio, donc donnez le diagnostic. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure comment décrire une radio, il s'agit d'une fracture diaphysaire du tiers supérieur du fémur gauche, transversale, avec grand déplacement, ne touchant pas l'articulation. Donc, pour les traits de fracture, si vous avez l'extrémité supérieure du fémur, qui est comme ça, avec la tête fémorale qui est comme ça, avec la tête fémorale qui est comme ça, le trochanter qui est là, voilà, le petit trochanter ici, et la diaphyse. Donc ici, vous avez la tête, qui vient s'articuler ici avec le cotyle, ici le grand trochanter, et ici la diaphyse. Ça, c'est une fracture transversale. Ça, c'est une fracture oblique courte, fracture oblique longue, et vous avez les fractures spiroïdes qui descendent comme ça. Donc c'est très important de bien décrire la fracture. Les principaux traits de fracture, transversale, oblique court, oblique long, spiroïde court, spiroïde long. Donc, ici, on a une fracture diaphysaire transversale. Donnez les grandes lignes de votre conduite thérapeutique. Donc, il y a une indication opératoire formelle compte tenu du déplacement. C'est une fracture diaphysaire extra-articulaire qui ne touche pas le cartilage de croissance. Donc, le but, c'est de rétablir la continuité de la diaphyse sans faire de calvicieux. Donc, après mise en condition, toujours autorisation, traction antalgique en attendant le bloc opératoire. Toutes les fractures du membre inférieur peuvent être mises en traction en attendant le moment opératoire pour diminuer la douleur. On comprend bien qu'une fracture comme ça avec cette angulation, rien que le fait de la réaligner, diminuera la douleur chez l'enfant. On fait une réduction de la fracture par manœuvre externe, toujours, et on comprend bien que cette fracture ne sera pas stable spontanément, compte tenu du déplacement et compte tenu du fort déplacement avec la forte angulation. Donc on va décider de l'ostéosynthéser. Chez l'enfant, on ne peut pas faire d'enclouage centromédulaire puisque cela traverserait le cartilage de croissance. Les plaques, c'est très invasif, et comme l'enfant a un potentiel de cicatrisation et de consolidation rapide, et que l'enfant pseudarthrose de façon très rare, et bien dans ces cas-là, on fera ce qu'on appelle un embrochage centromédulaire élastique stable, qui consiste à réduire la fracture par manœuvre externe et à monter des broches dans le fémur pour avoir une bonne stabilité du foyer. C'est-à-dire qu'on a notre fémur qui est comme ça, donc toujours avec la tête du fémur qui est comme ça, le trochanter qui est là, le fémur qui descend avec les condyles fémoraux qui sont comme ça, le petit trochanter qui est là, voilà. Donc si on a une fracture qui par exemple est ici, ce qu'on va faire, c'est on va rentrer par les condyles une broche qui va aller chercher la corticale opposée, venir dans le fragment proximal et se ficher ici. Et la deuxième qu'on rentre de l'autre côté et qui va faire exactement la même chose et venir se ficher dans la tête. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un embrochage centromédulaire élastique stable. Ce montage suffit à stabiliser votre fracture. Il faudra soit faire une traction antalgique après,
soit éventuellement chez les petits enfants faire un plâtre pelvipédieux, c'est-à-dire qui immobilise le bassin et le membre inférieur. Pourquoi immobiliser le bassin? Comme on a dit tout à l'heure, il faut immobiliser l'articulation sus et sous-jacente. Sur une fracture comme ça, il faut immobiliser la hanche. Donc, c'est-à-dire faire un plâtre pelvipédieux. Dans les suites, immobilisation antalgique par traction, pas d'appui pendant au moins 2 mois et on ne rééduque pas le genou. Pourquoi? Si on rééduque le genou alors que les broches sont saillantes sur le côté, il va y avoir des petites zones de frottement sur la peau et ça va ulcérer la peau. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les enfants récupèrent très bien de mobilité en post-opératoire, même s'ils vont mettre 6 mois à récupérer, il ne faut pas les rééduquer, sinon ça fait des ostéomes. Bien sûr, on n'oublie pas le traitement antalgique, la dispense de sport. Vous suivez l'enfant en consultation et tout se passe bien. À 8 mois post-opératoire, alors que le matériel a été retiré il y a 1 mois et un appui soulagé redonné, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il était solide, on lui retire son matériel. L'enfant revient vous voir qu'elle est de nouveau tombée et sa cuisse est à nouveau déformée avec impossibilité de poser le pied par terre. Compte tenu des radios, quel est votre diagnostic? Alors, on voit les radios qui sont ici. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a les 2 radios. Il y a la première radio qui est la radio après l'ablation du matériel et la deuxième radio qui est la fracture, la nouvelle fracture quand elle revient vous voir en consultation après la nouvelle chute. Donc on remarque un calvicieux en varus, c'est-à-dire qu'on a une fermeture de l'angle cervico-diaphysaire. Alors qu'est-ce que c'est que l'angle cervico-diaphysaire? C'est l'angle formé par l'axe de la diaphyse avec l'axe du col. Normalement, c'est un angle qui fait entre 125 et 135 degrés. En dessous de 125 degrés, on parle vraiment de coxa vara, et au-dessus de 135 degrés, on parle de coxa valga. Donc, si on reprend, donc ici, on a notre diaphyse, on a notre col, le petit trochanter, voilà. Donc, on a l'axe de la diaphyse et l'axe du col. C'est cet angle, celui-là, l'angle cervico-diaphysaire. S'il est entre 125 et 135 degrés. Donc ici, si on le mesure, on voit qu'on est plutôt aux alentours de 110-115 degrés, avec donc un calvicieux, c'est-à-dire une consolidation en mauvaise position. Et là, on était à 8 mois. Donc on est dans un cas de calvicieux, en varus, avec fermeture de l'angle cervico-diaphysaire. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à 8 mois, on n'était pas encore tout à fait solide. Donc on peut évoquer le diagnostic de pseudarthrose. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une pseudarthrose? Une pseudarthrose, c'est une non-consolidation d'une fracture au bout de 6 mois. On peut parler de pseudarthrose au bout de 6 mois. Avant 6 mois, c'est un retard de consolidation. Au bout de 6 mois, c'est une pseudarthrose. Donc ici, on a une fracture itérative sur pseudarthrose, probablement une pseudarthrose serrée, mais la fracture n'était pas solide. Donc l'enfant s'est recassé sur sa fracture qui n'était probablement pas solide. Donc on a une fracture itérative de l'extrémité supérieure du fémur gauche qui reproduit le déplacement initial. Donc ça, c'était un premier dossier sur les fractures chez l'enfant et les grandes lignes du traitement.